Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Paul Laverne, un repreneur qui a repris une entreprise très récemment, SP2I. Il va nous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc bonjour Paul. Donc, je suis ravie de t'accueillir ici. L'idée aujourd'hui, c'est que tu nous expliques les conditions de ta reprise, pourquoi déjà tu as repris, et puis ensuite qu'on se focus un petit peu plus sur la partie systémisation, parce que on a déjà un petit peu discuté ensemble, et si j'ai bien compris, ton idée, c'est quand même d'avoir une stratégie build to sell pour croître, mais aussi avec d'autres projets de racheter d'autres entreprises et surtout de te détacher de cette entreprise-là. Donc, si tu veux bien, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter et surtout présenter l'entreprise que tu as rachetée. Ouais, bien sûr, ça marche. Merci pour l'intro. Et merci de m'avoir invité à discuter. Je pense que c'est intéressant, en effet, comme sujet. Donc, je m'appelle Paul Laverne, j'ai 28 ans. Et je suis diplômé d'une école d'ingé et d'une école de commerce. J'ai fait un double diplôme. Après quoi, j'ai commencé ma carrière en banque d'investissement et en fonds d'investissement. Donc, j'ai travaillé sur des opérations de fusion, acquisition et d'introduction en bourse. J'ai créé une boîte quand j'étais aux États-Unis, qui était une entreprise qui aidait les marques de seconde main à adopter un marché d'occasion, que j'ai revendu aux marques partenaires avant d'être recruté par Vestiaire Collective, qui est un des leaders mondiaux de la seconde main spécialisé dans le luxe. Donc c'est un concurrent de Vinted, où j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que chef de projet avant de quitter dans l'optique de reprendre une boîte. Et j'ai fini par acheter SP2I, qui est une petite entreprise avec à 5 employés. On est basé un petit peu au nord de Toulouse, dans une petite ville qui s'appelle Onde, et on fabrique des faisceaux électriques. On fait ce qu'on appelle du câblage filaire. Donc pour faire très simple, ça veut dire que on assemble des connecteurs avec des câbles qu'on revend ensuite à des entreprises dans le domaine principalement de la défense. C'est notre secteur principal, mais aussi dans l'aéronautique, le spatial, le médical et différents domaines industriels. Et par curiosité, parce qu'on va aussi s'adresser à des repreneurs qui n'ont pas encore repris, pourquoi reprendre une entreprise plutôt que de la créer et continuer finalement sur ta lancée précédente? Oui, alors il y a pas mal de raisons à ça. En fait, moi aussi, pour donner un peu plus de contexte, j'étais très inspiré et admiratif de mon père qui, lui, il y a 20 ans, a repris une entreprise qui s'appelle Delta Cab et qui fait également du câblage filaire. En fait, c'est pour ça, mon parcours, on a l'impression que je passe un peu du coq à l'âne et je passe effectivement un peu du coq à l'âne, mais c'est avec cette inspiration-là dans la tête. Et donc, voilà, enfin, je sors pas de nulle part dans cette reprise. Et donc c'est pour ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis orienté davantage sur une reprise que sur une création. Euh, Parce que j'avais cet avantage injuste, enfin ils disent unfair advantage aux États-Unis, d'avoir voilà, le soutien et l'aide de mon père et de ses employés pour cette reprise. Maintenant, cela étant dit, pour une personne lambda, je pense qu'il y a quand même effectivement beaucoup d'avantages à reprendre plutôt que de créer, qui sont que ben, c'est plus sûr euh, d'un côté parce que il y a une clientèle qui est existante, il y a des employés qui sont là depuis souvent un moment, c'est un marché et un produit qui sont établis et donc le ratio gain potentiel et réussite potentielle sur les risques est nettement plus important et ça se vérifie bien sûr dans les statistiques. Et après, moi, je trouve ça intéressant aussi enfin, d'un point de vue plus général, de contribuer au tissu industriel français. C'est ce qu'on est laissé. Aujourd'hui, quand on sort d'école, à notre âge, on pense tout de suite dans de grandes écoles, à faire des banques d'affaires, de la finance, du conseil en strat, aller dans les boîtes tech ou créer sa propre boîte. Mais c'est vrai que le fait de reprendre une entreprise, je trouve ça très sous-coté, alors que c'est un marché qui est beaucoup plus développé aux États-Unis. Je pense qu'il gagnerait à l'être beaucoup plus en France parce que je dirais pas que c'est très accessible parce que c'est très difficile. Il faut avoir quand même un apport, donc c'est pas non plus négligeable. Mais c'est beaucoup moins inaccessible que on pourrait le penser de prime abord.
Alors, avant d'arriver au sujet qui nous intéresse, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment tu as trouvé SP2I et comment s'est passée sa reprise. Alors, je suis tombé dessus tout simplement sur un site d'annonce de D'accord? reprise. Donc, au même Lequel? titre, Par... d'entreprise. D'accord. Donc, il y en a plein en réalité, hein. Il y a Fusac, il y a Alvo qui a été créé Hmm. récemment, Session PME. Aux États-Unis, il y en a encore plus avec Flippa. Ils ont créé, enfin, il y en a vraiment, c'est un marché qui est beaucoup développé. Et ça ressemble un petit peu à quand on achète un appartement en fait, hein. Il y a des annonces avec un prix, certaines caractéristiques de l'entreprise et un lien pour contacter le broker ou le cédant directement. Et à partir de là, généralement, on signe un accord de confidentialité pour avoir accès à l'info mémo. Et puis après, on visite. Et puis voilà, c'est un process qui s'engage pour reprendre l'entreprise, mais qui ressemble beaucoup à la reprise d'un appart parce que de la même manière, il y a la signature d'un compromis d'achat, puis les visites, la Mhm. signature de etc. Et donc, du coup, après l'avoir trouvé donc, sur ce site d'annonce, comment s'est passé enfin, l'abord avec le premier abord avec le cédant jusqu'à la signature du contrat de cession? La particularité, c'est que au moment où je suis tombé sur cette annonce, en fait, j'étais positionné sur une autre reprise qui était du D'accord? côté de Montélimar et une entreprise qui faisait des armoires électriques. Donc, un peu différent quand même comme marché. Et je suis tombé sur cette annonce et, euh, et il se trouve que j'étais très intéressé par l'entreprise. Donc, le contact d'abord, la perspective, l'angle, c'était que mon père reprenne cette boîte. Et en fait, plus ça Ok. allait, et plus on se disait, mais en fait, c'est vraiment parfait pour moi parce que c'est pile la taille qu'il faut, à côté d'une grande ville. Euh, Mon père aurait eu besoin d'un dirigeant dans tous les cas pour la gérer sur place. Et donc il se trouve qu'après, c'est moi qui l'ai repris, alors je dirais pas tout seul, mais à 95%, quoi. Et donc on est partenaire avec Delta Cable, l'entreprise de mon père, mais c'est pas une filiale. Mais voilà, c'était l'angle de départ. D'accord. Et donc, en fait, c'est mon père qui a eu les premiers contacts avec le cédant Ok. euh, qui ont été très bons. Mais au début, ça allait pas très très vite parce que c'était pas pressé pour mon père ni pour particulièrement pour le cédant, etc. Et c'est seulement quand je me suis impliqué dedans que ça commençait à avoir davantage de rythme. Et donc voilà, au tout début, on a signé, donc comme je disais, l'accord de confidentialité. Ensuite, on a fait une première visite, puis une deuxième, puis pour avoir accès à la data room, enfin à Mm. plus d'informations, on a signé la lettre d'intention. Mhm. À partir de là, nos experts comptables et conseillers ont eu accès à tous les documents qu'il fallait auditer. Suite à quoi on a pu affiner l'offre de prix, donc la valorisation, etc. La garantie actif-passif, D'accord. euh, se mettre d'accord sur un compromis. Et à partir de là, le compromis, globalement, l'acte, ça découle naturellement du compromis, c'est exactement Mm. les mêmes clauses. Mm. Donc voilà, à partir de là, ça va assez vite. Et une particularité aussi que j'ai eue, c'est que j'ai commencé l'accompagnement avant avant de signer Mm. l'acte et avant même de signer le compromis d'ailleurs. C'est-à-dire que D'accord. le CP m'a fait confiance de me laisser rentrer dans l'entreprise parce qu'on avait un très bon contact pour commencer à marcher sur ses pas, comprendre comment fonctionne l'entreprise, ses process de gestion, etc. Pour gagner du temps pour la session post, pour l'accompagnement post reprise. Donc, c'est une chance que j'ai eue. C'est pas systématique, hein, il faut pas s'attendre Mm. à pouvoir le faire à chaque fois, mais c'est vrai que c'est bien pour gagner du temps. Oui, c'est vrai que c'est assez rare. On en parlait justement dans notre dernière mastermind de repreneurs. Et j'avais la question justement, est-ce que c'est possible de commencer cette période de transition avant avec le cédant? Et on se disait que c'était quand même assez rare et il fallait avoir une bonne relation de confiance avec le cédant justement pour que il puisse t'autoriser. Et toi, est-ce que ça a été d'un commun accord ou est-ce que il y a eu des particularités? C'est toi qui lui as demandé, tu as dû négocier un petit peu ou comment ça s'est passé? Ben oui, c'était d'un commun accord. Il n'y a pas eu vraiment besoin de négocier parce que, disons que lui, ça l'arrangeait un petit peu aussi parce qu'il avait quand même 67 ans au Oui. moment où il a lancé l'entreprise. Donc, il n'avait pas envie de faire un accompagnement à rallonge après la reprise. Et donc, dans la perspective de se dire qu'il pouvait écourter l'accompagnement post-reprise, et ben, pour lui, c'était gagnant-gagnant, quoi. D'accord. Et moi, j'étais assez pressé
entre guillemets, parce que c'est pas que je me tournais les pouces, mais j'étais parti de gestion collective depuis déjà presque un an et j'avais faim, quoi. J'avais envie de mettre les pieds dedans et de me lancer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette période de transition, en quoi elle a consisté? Parce que c'est vraiment une période qui est clé pour la suite et la pérennité de ton acquisition. Donc, qu'est-ce que vous avez fait avec le gérant? Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous avez pris un peu les choses comme elles viennent? Comment ça s'est passé? Ben, c'était un peu. En fait, moi, je suis arrivé avec plein d'idées en me disant, il faut que. Je m'étais fait une liste en fait de toutes les choses qu'il fallait que j'apprenne avant la reprise, etc. Et en réalité, on s'est vraiment fait déborder. On n'a pas vraiment réussi à tenir un calendrier précis, etc. Euh, on a quand même réussi à faire plus ou moins tout ce que je m'étais fixé et à ce que j'apprenne tout ce que je m'étais fixé avant la reprise, mais pas vraiment dans l'ordre, pas vraiment. Je pense il y avait plein de choses. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. En fait, c'est beaucoup plus rapide que prévu D'accord. et, et réciproquement aussi. Et, euh, et donc voilà, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu le plus possible faire comme lui. Donc, je lui ai demandé de me déléguer le plus possible, quoi. Mais pour, mais pour lui, c'était un peu difficile parce que, et ce qui est normal, en fait, puisque c'était encore son entreprise, Mhm. en fait, c'est encore sa responsabilité. Donc, Mhm. si je fais une bourde ou si, enfin, il me connaît pas beaucoup, donc si je fais Bien une sûr. bourde ou si je fais quelque chose qui est pas parfaitement exécuté, etc., bah, ça prime, quoi. Et puis même, en dehors de ça, c'est quand même difficile de déléguer des choses que lui, il faisait depuis des dizaines d'années, quoi. Et Bien ça, à sûr. déléguer, bah, toi, tu le sais parce que c'est quelque chose que t'apprends aux dirigeants à faire Mhm. avec ton entreprise. C'est quand même une compétence, quoi, qu'il faut développer. Et ça, enfin, c'est quand même, on a eu un peu de mal à le faire. Et quelque chose qui est important aussi, je pense, enfin, de mon ressenti, c'est que cet accompagnement pré-reprise, il éclipse, il faut absolument pas qu'il éclipse l'accompagnement post-reprise, parce que j'ai remarqué que c'était extrêmement différent euh, d'apprendre et d'accumuler des informations quand on est décisionnaire et responsable Mhm. par rapport à quand on ne l'est pas. Et j'ai appris beaucoup plus et beaucoup plus vite après la reprise, une fois que j'étais le point central de communication avec les clients, les fournisseurs, les employés, etc., par rapport à avant, où on apprend grâce aux questions qu'on pose, etc., par rapport à sa proactivité, Mhm. mais les informations, elles transitent pas par nous par défaut. Et donc, en réalité, on apprend beaucoup moins. Donc, il D'accord. faut surtout pas se dire, bah, j'ai pas besoin de faire de période d'accompagnement après la reprise parce que j'en ai déjà fait beaucoup avant. Mhm. Parce qu'en réalité, non, c'est tellement différent que c'est pas possible. Ça fait gagner du temps, c'est sûr, Mhm. mais ça remplace pas. D'accord. Et avec le recul, est-ce que tu referais cette période finalement pré-reprise? Est-ce que Oui, tu... oui, oui, Ouais. c'est sûr que je le ferai parce que, bah, comme je le disais, je faisais pas grand-chose de mon côté, donc Mhm. moi j'avais envie d'apprendre plein de trucs et d'être dans le truc et tout. Mhm. Et ça m'a quand même vachement mis en confiance sur le fait que l'entreprise fonctionne bien, sur ma capacité à bien m'entendre avec les employés, à bien fonctionner avec l'équipe, à rencontrer les clients, même j'ai rencontré les clients avant de reprendre. Ouais. Voilà. Ça a pu influencer tes décisions d'achat ou elle était quand même déjà prise? Ça a conforté D'accord. ma décision. Est-ce que ça m'aurait fait changer de décision si je l'avais pas fait, je sais pas. Mais en tout cas, ça aurait été possible hein, que je me rende compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce à quoi je m'attendais, que il y avait des cadavres dans le placard, Mhm. qu'il y a des clients avec lesquels sur le point qui étaient sur le point de nous laisser tomber ou bah oui, s'il y aurait pu avoir des choses qui et c'est pour ça que de la part du cédant, c'est un peu se mettre à nu quoi, que Complètement. d'accepter quelqu'un avant la session parce qu'il y a un risque que lui il se rende compte qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas Mhm. et qu'il dise non alors que si on lui avait pas ouvert les portes, il l'aurait pas fait. Complètement. Alors, sur cette période, finalement, puisque tu as bien scindé les deux, la transition, mais période post-acquisition, une fois que tu as été vraiment le point central et le décisionnaire de l'entreprise, quelles ont été tes premières actions avec le cédant? Bah, c'est difficile de
de me souvenir de mes premières actions avec le sédan parce que c'était un peu quand même dans la continuité D'accord. de la transition. Donc, on a continué à épurer la to-do list quoi, que je m'étais fait Ok. au départ. Et donc voilà, c'était vraiment la continuité. En revanche, il y a eu un plan d'action de moi, enfin de ce que j'ai fait dans l'entreprise, qui était assez net. C'est-à-dire que il y a pas mal de, par exemple, de devis qui traînaient un petit peu, de, de choses latentes avec des clients, etc. Et moi, mon premier objectif, c'était de montrer, ok, on change de gouvernance, mais je vais vous démontrer que je suis toujours hyper réactif, voire plus que cela a été avant. Et donc voilà, tous les trucs qui étaient en latente, etc., bah, je les traite en une semaine ou deux, bah, là c'est fini, il n'y a plus rien qui D'accord. traîne, tous les outils sont à jour, etc. Donc ça, c'est vraiment le truc qui était le plus important pour moi. Ok. Donc, assurer la stabilité et montrer que tu es peut-être encore plus réactif que le sédan précédent pour rassurer un peu les collaborateurs. Ouais, c'est ça, parce que dans cette transition, c'est une transition pour le cédant, pour le Mm, repreneur, mais aussi pour toutes les parties prenantes, bien à sûr. savoir les employés, les fournisseurs, les clients, et ce qui permet de faire fonctionner l'entreprise. Ben, c'est entre autres, c'est les employés, le repreneur et tout, mais sans clients, ben, Mm, il n'y a pas d'entreprise, quoi. Donc, c'est clair. ils ont aussi besoin d'être assurés, surtout dans une petite entreprise comme ça, Mm. une petite structure qui peut paraître plus, voilà, montrer qu'on est solide et qu'on est capable de répondre aussi bien à leurs attentes qu'avant, c'est hyper important. Alors, j'aimerais maintenant qu'on en vienne un peu à notre sujet principal, qui est vraiment cette stratégie, ce qu'on appelle build to sell. Donc, c'est vraiment cette optique de se détacher de son entreprise pour ne plus être simplement technicien et dans le chaos ou dans l'opérationnel, pour un peu faire des sorties progressives pour ensuite être le manager et ensuite le vrai chef d'entreprise, enfin, être véritablement chef d'entreprise et non plus salarié de son entreprise. Donc, est-ce que toi, c'est une vision que tu avais quand tu as racheté SP2I? Oui, complètement. Alors, je connais pas le terme build to sell, c'est quoi? Construire pour vendre, c'est ça? Enfin, C'est ouais, c'est issu d'un livre. C'est issu d'un d'accord. livre du même nom, Build to Sell, et c'est vraiment l'idée justement de construire pour vendre, mais directement avoir cette optique de l'exit en fait. Et dès que tu as l'optique de l'exit, Oui, d'accord, vendre dans le tu sens. prends des décisions et tu façonnes et tu structures ton entreprise complètement différemment. D'accord, ok. J'avais en tête celle du point de vue commercial, mais du coup, oui, dans le sens de l'exit, je comprends mieux. D'accord. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi, c'était, même si tu connaissais pas le terme, si je comprends bien, c'est quand même enfin, une mentalité, un mindset que tu avais quand Oui, oui, t'as repris. ouais, complètement. Est-ce Je que tu peux connaissais nous pas le livre. expliquer un peu ça, ouais? Ouais, je connaissais pas le livre Build to Sell, effectivement, donc Je le ça conseille. m'intéresse. Je regarderai. Mais c'est vrai que je suis pas mal d'entrepreneurs, etc., dans ce domaine-là, et c'est comme ça que je t'ai découvert, d'ailleurs, c'est parce Mm, que je me suis intéressé à ton contenu. Mais je suis, par exemple, Cody Sanchez, mm, aux États-Unis, et qui est excellent, je trouve, dans sa manière de communiquer, de présenter qui a lancé ce concept de boring businesses que je trouve complètement. génial. Euh, et donc, en écoutant elle, mais aussi, bon, il y a quand même quelques podcasts français, j'écoute Alvo, des choses comme ça. Et puis, après, j'ai mon père aussi, hein, qui m'a énormément influencé dans sa reprise. Et aussi, en tant qu'ex-entrepreneur moi-même, j'avais quand même pas mal de billes sur le fait que c'est hyper important de penser à, à la fin, même quand on n'y est pas du tout. Ouais. Et aujourd'hui, moi, sincèrement, voilà, je m'éclate dans ce que je fais, etc. J'envisage pas du tout de travailler vite pour vendre vite ou quoi que ce soit, mais je sais que c'est quand même important de construire son entreprise avec cet état d'esprit, même si on est à des années-lumière d'entrevoir une vente, quoi. Mm, bien sûr. Mais c'est peut-être finalement, c'est enfin, orienter les décisions vers ce type de stratégie et vers ce type d'objectif. Et c'est se laisser les options de vendre si à un moment donné, t'en as besoin pour une raison ou pour une autre. Et Ouais. donc, vas-y, je t'en prie. Non, mais j'allais dire que en plus de la perspective de vendre, le fait de construire dans cette optique-là, ben, ça fait d'une pierre trois coups en fait, parce que ça permet de vendre plus facilement au moment où ça arrive. Ça permet également d'avoir une entreprise avec des procédures saines, Mm, qui est facile à maintenir, et ça permet de se dégager de l'opérationnel en tant que dirigeant. Donc même au-delà de la perspective de build to sell
dans l'optique de vendre. Je pense que juste dans la conception de la façon dont une entreprise doit être construite, ben, c'est juste sain, quoi, de dire. C'est ça. C'est certainement la meilleure manière de construire une entreprise, en effet. Et donc, du coup, par rapport à ça, toi, depuis que tu as repris l'entreprise et que tu es véritablement le décisionnaire, quelles actions tu as mis en œuvre déjà pour t'orienter vers ce genre d'objectif? Ouais, alors, petit disclaimer, enfin, vu que j'ai repris 1er juillet, donc là, ça fait tout juste 3 mois D'accord. que je repris la boîte, et il y a eu 3 semaines de fermeture de vacances d'été, donc Ok. j'ai seulement 2 mois et demi de recul pour te dire, voilà, mon expérience, mon expérience très maigre, et tout ce que j'ai pu, toutes les idées que j'ai, et ce projet je vais reprendre ton terme, de build to sell, il est vraiment au stade d'embryon, d'idée, quoi. Mais ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà de d'apprendre à mon chef d'atelier à déléguer. Parce que dans l'entreprise, la façon dont on est structuré, c'est que donc il y a moi, le chef d'atelier, et après il y a 3 opératrices, et on va recruter bientôt un stagiaire qui, j'espère, nous restera avec nous pour un temps plein. Et le chef d'atelier, il passait 90% de son temps à faire des tâches opérationnelles euh, de fabrication, quoi. Et donc, mon premier objectif, ça a été de le dégager, lui, de ça, en lui apprenant à déléguer, en lui apprenant à apprendre et à rédiger des procédures, etc., pour que ce soit facile de transmettre, et faciliter aussi ce qu'il faisait, parce que, bon, là, il faut être un peu plus technique, mais j'ai mis les mains dans le cambouis, quoi. J'ai regardé ce qu'il faisait de A à Z, toutes les procédures. Euh, j'ai fait une analyse technique pour comprendre quels étaient les composants de certains articles qui posaient problème, comment on pouvait les dimensionner différemment, etc., afin pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile, que ça prenne beaucoup moins de temps, et Mm. que, au final, ils puissent déléguer. Donc, je dirais que ça, c'était vraiment le premier truc que j'ai fait et dont je commence à voir les fruits. Parce que là, D'accord. effectivement, je vois qu'il commence à avoir du temps et qu'il passe plus de temps à faire des choses long terme, des projets long terme, comme restructurer la façon dont le stock est géré dans l'entrepôt pour que ce soit beaucoup plus facile d'y accéder, et beaucoup plus facile pour les filles d'en récupérer, d'en mettre, etc. Et aussi, ben, histoire de lancer la démarche, que lui aussi il puisse écrire des procédures pour Mm. simplifier. Donc là, c'est vraiment les deux choses que j'attends de lui maintenant qu'il y a plus de temps. Et moi, c'est quelque chose que je viens de plus de mettre en place là en septembre, c'était de déléguer moi-même. Donc il y avait plein de choses que le dirigeant faisait, que j'ai commencé par éliminer, puis automatiser, puis déléguer. Je pense que c'est l'ordre des choses, enfin l'ordre dans lequel il faut concevoir des tâches. Et donc j'ai éliminé énormément de choses. D'accord. Et là, je suis en train de les déléguer maintenant qu'elles sont très simplifiées à une des opératrices, à qui je demande de prendre quelques heures par semaine pour faire des réceptions, être capable de transformer les bons de livraison en factures, ce genre de choses. Oui, en effet, c'est vraiment le bon système. Enfin, souvent, les gens vont très vite sur l'automatisation. Le problème, c'est que si tu automatises une tâche qui finalement n'est pas nécessaire parce que c'est typiquement la tâche du on a toujours fait comme ça, tu vas perdre du temps, perdre de l'argent pour automatiser une tâche qui finalement serait à éliminer. Donc, c'est tout à fait le bon système. J'aimerais revenir un peu en arrière sur ce que tu as dit par rapport justement au fait que tu as appris à ton manager à déléguer, enfin à ton chef d'atelier. Finalement, si j'ai bien compris, tu essayes de l'élever lui aussi un petit peu pour qu'il soit pas complètement dans l'opérationnel, qu'il soit un petit peu au-dessus de son domaine finalement. Est-ce que tu as rencontré des résistances sur le fait que il devait déléguer ou il avait du mal? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de ce point de vue-là? Alors, il est plein de bonne foi et de bonne volonté, donc il n'y a pas vraiment eu de résistance volontaire, on va D'accord. dire. Mais c'est vrai que c'est difficile. En réalité, il y a plein de choses pour lesquelles lui, ouais, c'était très contraintif de déléguer, parce que c'était un truc qui n'était pas tout à fait lisse, quoi, des procédures qui n'étaient pas tout à fait lisses. Et donc,
lui, il avait du mal à, ouais, à accepter le fait de le confier à quelqu'un d'autre, à une de ses, euh, à une de ses opératrices, parce qu'il savait qu'il était responsable de la qualité du Mm. travail derrière, et donc il voulait tout faire, quoi. Et je pense que c'est assez commun en fait, Mm, bien sûr. comme objection de la part de quelqu'un qui doit déléguer. Mais finalement, je lui ai dit, ben, si tu trouves que quelque chose n'est pas assez lisse, bah, tu le rends plus lisse. C'est-à-dire que tu détailles la procédure, tu fais en sorte que une chose complexe, tu la déconstruis en plein de sous-parties très simples. Et à partir de là, tu l'expliques, Mm. on essaye. Si ça marche pas, on essaie de comprendre pourquoi ça marche pas. On simplifie la chose qui était trop complexe qui a fait que ça n'a pas marché. Mm. Et en itérant comme ça, bah, il n'y a pas de raison que n'importe qui ne soit pas capable de faire une tâche X ou Y. Donc vraiment simplifier le complexe ou le diviser en des étapes très simples pour que n'importe qui, entre guillemets, puisse opérer la tâche, quoi. Exactement. Et est-ce que toi, quand tu as repris l'entreprise, tu m'as dit que tu avais mis un peu les mains dans le cambouis. Est-ce que tu as trouvé ça essentiel finalement de, euh, de mettre les mains dans le cambouis pour ensuite pouvoir déléguer, toi aussi faire des procédures écrites? Ou est-ce que tu te disais, enfin, tu aurais pu par exemple mettre un gérant en place ou mettre ton chef, faire monter ton chef d'atelier par exemple? Est-ce que tu as trouvé ça important de mettre les mains dans le cambouis? Eh ben, oui, je trouvais ça important. Parce que, alors, quelles auraient été les alternatives? Parce que toi, tu parles de mettre un gérant en place directement. Par exemple? Euh, euh, ok, pourquoi pas, mais dans ce cas, il faut que ce soit un gérant voilà, qui est du skin in the game, comme on dit. Enfin, il faut Mm, qu'il soit, voilà, ça peut pas être un simple salarié complètement. pour faire ce que j'ai fait depuis le début. Il faut vraiment qu'il ait la niaque, quoi. Moi, je connais pas de personnes enfin, je connais pas, quoi, tout simplement de gérants à Toulouse qui ont la niaque comme ça, qui peuvent être dirigeants, à qui je fais 100% confiance, et qui puissent être hyper productifs. Enfin, voilà, c'est quand même des perles rares. C'est des gens comme ça qui sont oisifs et qu'on peut trouver, qui peuvent être dispo du jour au lendemain. Ça court pas les rues, quoi. Non, Euh, c'est très loin d'être évident. donc à partir de là, ouais, je vois pas trop quelle alternative il y avait, quoi. Je pense que c'est important de mettre les mains dans le cambouis au début, de comprendre de quoi est constituée l'entreprise qu'on gère, de savoir de quoi on parle, d'être intime avec les produits qu'on vend. Et après, oui, on peut déléguer, on peut avoir un gérant. Une fois qu'on a toutes les procédures en place, etc., avoir un gérant qui fait plus la partie ben, décisionnelle, stratégique et opérationnelle du gérant en vitesse de croisière. Mais au début, je trouve ça important. Et puis même, c'est quand même, quand on reprend une boîte, c'est quand même son bébé, quoi. On a envie de le connaître, de savoir de quoi il est fait, d'avoir une relation un peu plus intime avec la boîte que juste, bah ok, maintenant on vend et on achète pas. Ok, c'était intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un repreneur qui est passé à l'action par rapport à justement la période après l'acquisition? Des choses peut-être quelque chose qui t'a manqué ou justement que tu as fait et tu penses que c'est vraiment important d'avoir fait. Un truc que j'ai fait en me disant au début, c'est peut-être un peu overkill, enfin c'est peut-être un peu excessif, et que finalement j'ai pas du tout regretté et je suis très content d'avoir fait, c'est que dès le début, dès le premier jour de la période d'accompagnement, donc avant la reprise, et que je continue à faire, je note tout. Donc, dès que j'apprends un truc de la part du cédant, dès qu'il me montre comment faire quelque chose, dès que j'ai un entretien avec quelqu'un, que ce soit un client, un fournisseur, un partenaire, un employé, je note tout, 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 parce qu'on a, et je pense que c'est un biais cognitif répandu, c'est on a tendance à faire énormément confiance à notre mémoire, parce qu'au moment où on nous dit quelque chose, bah voilà, ça y est, on le sait. Mais en fait, on le sait, oui, pendant quelques heures, mais on a tendance à surestimer notre capacité à la retenir dans le long terme. Et ça, c'est quelque chose pour lequel, en tant qu'humain, on est Allô? extrêmement faillible, alors que enfin, des outils tout simples comme Google Docs, tu vois, enfin, bah voilà, une fois que c'est dessus, ça y est. Et, et ça m'a rendu énormément service parce que ça m'a permis d'apprendre tellement plus vite et de pouvoir me référer à des choses que j'avais écrites
sans avoir à reposer des questions en permanence et faire perdre du temps à tout le monde. Et donc ça, c'était vraiment hyper utile. Donc au début, ce que je faisais, c'est que je notais tout dans un même document. J'avais un seul doc. Je notais la date du jour. Et dès que j'apprenais un truc, je mettais tout dedans. Ok. Donc ça faisait vraiment, c'était vraiment hyper dense. Et il y avait plein de pages. Et au fur et à mesure, j'ai vu dégager des tendances de thèmes. Donc c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais moi, j'ai fini par décomposer ce doc en 4 documents qui sont clients, fournisseurs, culture technique Ouais. et procédure. Ok. Et donc maintenant, dès que j'apprends un truc ou que j'ai une réunion avec quelqu'un, etc., ou que j'ai envie de noter, enfin je note tout, donc dès Mm. que ça arrive, bah, je le mets directement dans un de ces documents. Parce que je sais déjà où ça va arriver et il n'y a rien qui tombe en dehors de la couverture de ces 4 documents. Ok, top. Bah, je pense qu'on boucle sur un super conseil. C'est vrai que la culture de l'écrit, c'est fondamental. Et comme tu l'as très justement dit, c'est un énorme biais, en fait. Quand on nous transmet quelque chose, de passer par la voie orale, parce que c'est la facilité. Et souvent, enfin, c'est plus rapide. Mais c'est vrai que la culture de l'écrit, c'est la base d'une entreprise sur laquelle tu peux vraiment véritablement construire, quoi. Donc, je te remercie beaucoup, Paul. Je pense que ça va servir à beaucoup de repreneurs futurs et déjà installés, je pense. Et puis bah, on va boucler comme ça. Et bah, je te souhaite une très bonne soirée. Ça marche. Merci beaucoup, Anne-Laure, c'était cool. Merci.